Bonsoir. À Dombus, je suis diplômé de l'ESSEC et je suis étudiant en pré-PENA ici. J'avais deux questions en politique intérieure. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la révision générale des politiques publiques, notamment comment un social-démocrate voit une possible baisse du déficit, s'il est d'accord sur la baisse d'effectifs des administrations. Une question annexe étant aussi ce qu'il pense des propositions du rapport Attali sur la suppression du département. Et au niveau européen, puisque vous avez parlé de l'Europe de la défense, comment est-ce que vous verriez concrètement une relance d'une Europe de la défense, avec ou sans les Britanniques? Bon, alors sur la RGPP, c'est un travail qui a été fait de manière assez sérieuse. Disons que depuis l'an 2000, l'époque où on a mis en place la LOLF, la loi organique sur la loi de finances, il y a maintenant un certain nombre d'outils à la disposition des décideurs, et c'est une vraie révolution, qui sont des outils d'évaluation des missions de l'État et d'évaluation des politiques publiques. La LOLF est une étape, la RGPP en est une autre. Et pour les quelques ministères que je connais un peu mieux que les autres, la défense ou les affaires étrangères par exemple, le boulot a été fait de manière assez sérieuse et utile. Et je pense qu'un social-démocrate, puisque vous avez évoqué ça, ne doit pas avoir peur d'une perspective de réforme de l'État. Qui dit réforme de l'État dit aussi en termes d'effectifs qu'il en faut plus ici et moins là. Et qu'il faut être capable surtout de se poser la question de quelle est l'utilité des prélèvements obligatoires, quel type de biens publics on souhaite produire, quel type de services publics on souhaite offrir à la population. Donc, moi, j'ai pas de position par rapport à ça qui serait ce truc est idéologique, inutile. Pas du tout. Pas du tout. Que l'État marche mieux, que les fonctions soient mieux assumées, qu'on soit capable aussi de mieux gérer les deniers publics, je suis pour. Après, le problème, c'est que on a l'impression quand même que la RGPP a été utilisée d'une seule manière et à un seul moment. Et donc, ça sert aussi parfois à régler des comptes ou à supprimer des administrations ou à supprimer des effectifs, pas forcément là où il le faudrait. Il y a des lycéens qui manifestent dans les rues tous les jours en ce moment. On en parle assez peu. Moi, je ne pense pas du tout qu'ils sont là, manipulés ou autres. Je crois qu'ils sont très inquiets sur un certain nombre de sujets. Et la perspective qui est 16 000 enseignants de moins à la rentrée n'est pas une perspective que je trouve bonne. Je le dis à la fois comme citoyen, comme élu local. Je vois bien que les modalités de calcul qui sont faites souvent sont de manière tout à fait arbitraire. Je ne suis pas certain qu'en l'occurrence s'imposait ce plan de rigueur. Ou plutôt si, je crois que le plan de rigueur était obligatoire dès lors qu'il y avait un échec du gouvernement à travers le paquet fiscal que dès le début j'ai dénoncé comme étant le péché originel de ce quinquennat. C'est-à-dire inutile pour la croissance, injuste socialement, plombant pour les finances publiques, donc obligeant forcément dans un contexte de croissance faible à des ajustements. Nous en sommes là. Pour ce qui est de la suppression des départements, c'est la proposition la moins originale du rapport Attali. Moi j'ai été étudiant à Sciences Po en 78, ça fait 30 ans. Ça fait aussi 25 ans que je suis prof à Sciences Po. J'ai été enseignant ici. Je ne sais plus combien de rapports j'ai vu qui proposaient la suppression des départements. Alors, s'il y a autant de rapports qui proposent la suppression des départements, c'est-à-dire que la question est compliquée. D'un côté, la question se pose. C'est vrai qu'il y a trop d'échelons de collectivités locales en France, indéniablement. Et j'ajoute qu'en plus, il y en a sans arrêt davantage. Les communes, les regroupements de communes, les communautés d'agglomération, qui sont devenues un truc énorme. Ce n'est pas une collectivité locale, c'est quelque chose qui est très important. Je vais prendre un exemple. Je serai samedi probablement élu président d'une communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. 120 000 habitants. La ville-centre a 30 000 habitants. Elle a un budget de 50 millions d'euros. La communauté d'agglomération a 250 millions d'euros, dont 100 millions d'investissement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'aménagement du territoire. Le département, la région, l'État, l'Europe, il y a un empilement qui est assez difficile à imaginer. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, le département est sans doute la plus bureaucratique, la plus classique, et pas forcément la plus utile. En même temps, si on ne le supprime pas, ce n'est pas non plus le hasard. Alors, en dehors des phénomènes que souligne la science politique, c'est-à-dire que c'est très difficile de retirer un échelon bureaucratique, de supprimer un très grand nombre d'élus avec les prébendes, plutôt les indemnités qui vont avec, c'est plus compliqué que ça. C'est un échelon de proximité, c'est un échelon qui est identifié à deux politiques bien claires, la solidarité et la voirie, les routes. Et donc c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que ça ne marche jamais. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est plutôt transformer le département. C'est-à-dire faire en sorte qu'il devienne une sorte, peut-être,
d'assembler des regroupements de communes, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, qu'on cesse d'élire les cantons, plutôt les conseillers généraux dans des cantons. Je crois que si on fait ça, on peut donner un petit peu plus de sens au département et aussi fédérer les départements dans les régions. Il y a des évolutions peut-être un peu plus subtiles que celles proposées par le rapport Attali qui, si elles ne sont pas plus fines, connaîtront, comme disait Marx, la critique rongeuse des souris. Ce qui est d'ailleurs le sort général qui sera réservé au rapport Attali, qui est beaucoup moins révolutionnaire, beaucoup moins cohérent, beaucoup moins audacieux, beaucoup moins original que Jacques Attali n'aime à le dire. Mais Jacques Attali a toujours su dire du bien de Jacques Attali. Sur l'Europe de la défense, je connais bien Jacques Attali. Sur l'Europe de la défense, déjà sans les Britanniques, il n'en est absolument pas question. Les problèmes qui sont posés sont des problèmes à la fois institutionnels, notamment comment est-ce qu'on peut mieux identifier la politique étrangère et de sécurité commune, un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, par exemple, des problèmes d'harmonisation des matériels, des problèmes d'investissement. Je pense que la défense européenne, en réalité, avait bien progressé entre 1998 et 2003, qu'elle a été abîmée par la guerre en Irak, qu'aujourd'hui on est dans une autre phase qui pourrait permettre, si les Français et les Britanniques se mettent sérieusement au travail, de faire de nouveaux progrès. Et c'est pour ça que quand Sarkozy va à Londres, c'est plutôt bien, et que si on avance là-dessus, c'est forcément avec les Britanniques. Le fait d'avancer avec les Britanniques me paraît une bonne chose. Il y avait une question derrière. Bonsoir. Alors, ma question, elle porte par rapport au congrès du Parti Socialiste qui aura prochainement lieu, et par rapport à la multitude donc, qui a été soulignée des candidatures. Elle va automatiquement défavoriser la sortie des urnes d'une majorité forte, et par conséquent vous allez devoir, donc, comme vous avez dit, travailler avec l'ensemble du Parti Socialiste et l'ensemble des ailes de ce parti-là. Et vous dites que vous allez vous atteler à travailler pour permettre la sortie d'un programme qui sera porté par un candidat désigné ultérieurement. Mais de facto, on va se retrouver dans la même situation que 2007, avec un candidat qui nous dira à la fin qu'il a essayé de convaincre les Français sur des idées qui n'étaient pas les siennes. Donc on se retrouve exactement au point de départ. Donc je ne vois pas exactement quelle sera votre méthodologie pour concilier ces deux aspects, en vous disant social-démocrate et en disant que vous allez travailler avec l'ensemble du Parti Socialiste et l'ensemble des ailes, même aller au-delà avec des alliances avec le Parti communiste. Et ça, il y aura des alliances avec le Parti communiste, c'est sûr. Et avec les Verts aussi, c'est certain. Et tout le monde n'est pas militant socialiste ici, peut-être. Il y en a quelques-uns, mais je pense que tout le monde ne l'est pas. D'abord, il ne faut pas se laisser effrayer par la multitude des candidatures. À l'arrivée, tous ceux qui sont intéressés aujourd'hui ne seront pas candidats. Il y aura 1, 2 ou 3. Comment se passe un congrès du Parti Socialiste? Il y a une première phase qui va jusqu'en juillet. C'est la phase des contributions. Là, les uns et les autres déposent des textes qui sont des textes d'idées. C'est une phase d'identification. C'est aussi celle où on montre un peu ses muscles, on laisse penser que... etc. Après s'ouvre une deuxième phase en septembre, c'est ce qu'on appelle le Conseil national de synthèse. Ces textes se regroupent et vous verrez qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup moins de candidats déjà à la candidature, beaucoup moins. Et créer ce qu'on appelle des motions, c'est-à-dire des textes soumis au vote des militants. Il y en aura 3, 4, 5. Et la plupart des candidats seront dans la même motion, probablement. À moins que on entre dans le congrès que je redoute de désignation. Il y aura une motion royale, une motion de la Noé, une motion X, une motion Y, une motion Z. J'ai une petite expérience de ça. Je ne le souhaite pas. C'est possible. Après arrive le congrès. Et au congrès du Parti Socialiste, on ne vote toujours pas pour le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est important. On choisit soit de faire ce qu'on a appelé une synthèse générale, c'est-à-dire faire une très large majorité, soit de créer une majorité. Et après seulement, on élit le premier secrétaire du Parti Socialiste. Beaucoup d'étapes où les choses vont se décanter. Je pense que dans ce Parti Socialiste, c'est mon pronostic, sortira, à quel moment je ne sais pas, une assez vaste majorité social-démocrate, de 60 à 70%, avec une opposition interne plus à gauche,
interne, mais disciplinée. Et honnêtement, je préfère avoir cette opposition à l'intérieur du Parti socialiste que de l'avoir à l'extérieur. J'ai pas envie de créer une sorte de Linkspartei, comme ça se passe en Allemagne. Et vous voyez la très grande difficulté que ça crée pour le SPD. Vivons ensemble. Engueulons-nous. Parfois distinguons-nous. Enfin, vivons ensemble. Je ne vois aucune difficulté avec ça. Pour ce qui est des alliances à gauche, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Quant au choix du premier secrétaire, à partir du moment où il y a une majorité, le premier secrétaire doit être issu de cette majorité. D'une certaine façon, peu importe qu'il s'appelle X, Y ou Z. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de porter ses idées de manière convenable. Et de faire travailler les autres ensemble. Voilà comment je vois les choses. Enfin, dans mon schéma, on travaille ensemble 2 à 3 ans, on a un programme assez abouti, on a fait le boulot de fond que j'ai dit à travers des conventions. À ce moment-là, nous choisissons notre candidat à l'élection présidentielle, qui est forcément en conformité avec le parti. Pas quelqu'un qui le façonne à sa propre manière, mais faisons-le plus tôt que la dernière fois. Ce qui s'est passé en 2007, c'est vrai, c'est que nous avons choisi tard une candidate qui avait de grandes qualités, mais qui était aussi une outsider par rapport au système. Et donc elle n'était pas en accord avec les idées du parti, qui lui-même n'avait pas travaillé suffisamment sur ses idées. Et ce qui s'est passé pendant la campagne, c'est que le parti n'a pas suffisamment soutenu sa candidate, laquelle n'a pas suffisamment reconnu le parti. On sait quand même ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc je pense que c'est tout à fait possible, en étant calme, maîtrisé, organisé, cohérent, un peu courageux à l'occasion, mais aussi rassembleur. Parce que tous ceux qui nous disent « mais tranchez dans le vif, n'acceptez pas ceci, n'acceptez pas cela, coupez », ils veulent quoi? Ils trouvent qu'un parti socialiste, c'est pas assez? Ils en voudraient 2, ils en voudraient 3, ça c'est sûr qu'il y a manière de faire 3 partis dans le parti socialiste. Mais après, ça c'est le rêve de François Bayrou, hein, justement. C'est qu'il y ait, au fond, des sociodémocrates qui fassent 10-12%, qui se détachent d'un parti socialiste qui irait plutôt vers une aile crypto-communiste, qui ferait 10-12%, à ce moment-là, lui, d'arriver avec ses 15%, hop, d'être le premier des anti-sarkozystes. C'est gentil, mais ne faisons pas trop de cadeaux non plus. Oui, je peux. Dans l'idée de réformer les idées, qu'est-ce que vous penseriez du thème de la sécurité de la vie professionnelle? Sécurité de la vie professionnelle, ça commence à l'université ou à l'école, avec l'orientation professionnelle. Ensuite, ça continue avec la lutte contre la précarité, avec quelque chose qui s'apparenterait à une flexi-sécurité à la française. Ça peut aussi inclure la réforme de la fonction publique. Bon, il me semble que là, il y aurait eu pour 2007 un axe programmatique significatif à partir du moment où on prend acte que la mondialisation, comme vous l'avez dit, on ne peut pas revenir dessus, mais qu'on peut essayer de trouver des marges de manœuvre et de les gérer intelligemment, et donc où on devrait cesser, en tant que socialiste, de manœuvrer toujours en recul par rapport à ce qui semble être une avancée irrésistible du marché et des socialistes qui s'accrocheraient à des vieilles lunes telles que l'État, etc. Alors que là, on pourrait avoir la base, un axe de contre-offensive par rapport à ceux pour qui le marché, c'est avant tout le champ libre ouvert à un rapport de force excessivement favorable au capital. Cette idée de sécurité sociale professionnelle ou sécurité de la vie professionnelle, c'est une idée qui a été mise en avant par des syndicats, la CGT d'un côté, la CFDT de l'autre. À l'heure actuelle, il y a aussi des discussions qui ont eu lieu entre les syndicats et le patronat sur la flexi-sécurité, qui ont abouti à un accord sur le contrat de travail entre 4 centrales syndicales et le patronat. La 5e, la CGT ne l'ayant pas signé, mais ayant participé à toutes les discussions. Un projet de loi est déposé devant l'Assemblée nationale. Et ce matin, par exemple, le groupe socialiste auquel j'appartenais recevait, et oui, tout arrive, Laurence Parisot et Jean-Claude Mailly, qui d'ailleurs n'est pas favorable à la sécurité sociale professionnelle. Lui, bon, disons que moi je crois beaucoup à ce thème-là. Mais en réalité, ne croyez pas que le Parti socialiste est aussi ringard que vous semblez le présenter, les uns et les autres.
c'est quand même un parti qui est un parti réaliste. Il était au pouvoir pendant 5 ans. Quand il était là, les affaires n'étaient pas mauvaises. Les finances publiques n'étaient pas plus mal gérées qu'aujourd'hui. La bourse se portait aussi bien. La croissance était plus forte et l'emploi allait mieux. Donc c'est pas non plus... Et dans les collectivités locales socialistes, ça va, hein, ils sont bien gérés. La ville de Paris aujourd'hui, c'est mieux que sous Jacques Chirac, disons-le, y compris en termes financiers. Son évaluation internationale est meilleure, est bien meilleure. Donc, nous ne sommes pas non plus comme si... Je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons être plus cohérents, nous pouvons être plus audacieux, nous pouvons être plus inventifs. Et enfin, la sécurité sociale professionnelle, je crains qu'elle n'ait été dans le programme de Ségolène Royal. Ça n'a pas suffi à la faire gagner. Mais on va continuer. Mais je voudrais quand même ajouter une chose aussi. Ça n'a pas été un axe structurant. Et moi, 2007, je ne suis pas spéléologue, c'est intéressant, mais ça m'intéresse beaucoup moins que 2012. J'ai un tempérament extrêmement optimiste. Je suis toujours en train de regarder ce qui va se passer devant. Et il y a une chose quand même que je dois dire, c'est que, honnêtement, dire aujourd'hui ce que seront les idées de 2012, ça me paraît un petit peu tôt d'ailleurs. Il y a des idées qui sont les idées de toujours. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? C'est la lutte contre les inégalités, c'est la lutte contre l'injustice, c'est la recherche au contraire de l'équité dans l'égalité, c'est l'internationalisme, c'est la volonté européenne, c'est l'éducation, c'est l'émancipation, c'est la protection. Donc ça, c'est des valeurs, puis c'est aussi la liberté évidemment, les libertés, qui sont très menacées sous Sarkozy, avec certains textes que je considère comme scandaleux. Donc le texte sur la rétention de sûreté, chaque fois que j'en parle, j'ai une montée de tension. Ça m'est absolument insupportable. Tout ça, c'est le socialisme. Mais en même temps, qu'est-ce que ce sera le socialisme appliqué en 2012? Aujourd'hui, c'est compliqué. Quelle sera la situation économique? Qu'est-ce qui aura été cassé par le gouvernement? Qu'est-ce qui aura été fait au contraire par le gouvernement? Donc, ça justifie aussi qu'on ne soit pas en train de faire aujourd'hui le programme de dans 4 ans. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre. Alors ma question sera brève. Je suis donc à la fois étudiant du Master Développement Durable de cette université et président de l'association Dauphine Durable, qui est une association qui a pour but la promotion du développement durable à Dauphine. Et je voulais savoir si vous aviez pensé, et dans quelle mesure, à l'intégration d'une politique de développement durable dans le programme de travail que vous préconisez pour le Parti socialiste. Ma réponse sera simple, c'est oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les écologistes ont gagné. Alors, la question, c'est de savoir s'ils ont encore une forme d'utilité politique, enfin, genre comme aiguillon, oui, bien sûr, mais cette préoccupation du développement durable a investi tous les partis politiques. Je pense le nôtre un peu plus que les autres, si j'en juge par le débat qui s'est déroulé, le vote qui est intervenu tout à l'heure sur les OGM, mais il est évident que la dimension du développement durable doit être tout à fait centrale dans un programme socialiste pour les années à venir, comme elle l'a été d'ailleurs, je crois, dans le projet de Ségolène Royal, qui de ce point de vue-là était plus audacieux que les autres. Oui, ce sera la dernière question. Bonsoir Monsieur Moscovici, Vincent Mallet, étudiant à Paris 10 Nanterre. J'aurais deux petites questions à vous poser. La première vous concerne. J'aimerais connaître les origines de votre engagement européen. Et dans un deuxième temps, en quelques mots, je voudrais savoir quel regard vous portez sur la contribution de chacun de nos présidents de la Ve République dans la construction européenne de Gaulle à Chirac. Il nous reste une petite heure là. Bon, pour ce qui est de l'engagement européen, vous savez, j'aime beaucoup les Doors, donc au fond c'est l'air que je respire. Il se trouve que moi je fais partie de ces gens, j'ai 4 grands-parents, enfin ils sont tous morts, mais aucun n'était français. Aucun. Et il se trouve que mes grands-parents paternels étaient roumains, et mes grands-parents maternels polonais. Et j'ai toujours pensé que je suis très attaché à la Grande Europe, que les divisions qui étaient issues de la guerre froide, le jour où le mur tomberait, impliquerait la réunification de l'Europe. Il se trouve aussi que je suis d'origine juive. Et j'ai toujours pensé aussi que la réconciliation franco-allemande était quelque chose d'indispensable si on ne voulait pas revivre les drames qui s'étaient passés sur le continent, et dont beaucoup de gens dans ma famille ont été directement victimes. Et donc, j'ai toujours été un Européen. C'est une question que je me suis même jamais posée. Et j'ai toujours été investi là-dedans. Européen, mais pas européiste. C'est-à-dire, je ne suis pas incapable, je ne fais pas partie de ces gens qui sont incapables de voir qu'il y a des trucs qui ne marchent pas en Europe. Trop technocratiques, trop éloignés,
trop libérale, trop illisible. Je suis encore prof à Sciences Po, je fais un cours sur l'Europe tous les lundis, un autre tous les 15 jours en pré-pénat sur cette question-là. Je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il suffit de dire Europe, Europe, Europe pour que les choses soient parfaites. En même temps, tout ce qui est souverainiste me gêne. Je trouve que c'est bête. Je pense que l'espèce de xénophobie qui a accompagné l'élargissement est insupportable. Parce que c'est une erreur historique. Nous sommes en train de vivre un moment fantastique. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'élargir l'Union européenne à des frontières qui sont beaucoup plus larges. Mais c'est indispensable, c'est vital. Vous ne vous rendez pas compte, pas vous, peut-être vous, les uns et les autres, mais les gens de la jeune génération d'aujourd'hui ne se rendent pas compte. Moi, en 1989, j'avais déjà 32 ans. J'avais toujours vécu avec l'Union soviétique. Quand cette libération s'est faite, nous avions le devoir d'accueillir, mais il fallait accueillir bien. Ce que nous avons fait, c'est un autre problème. Donc, voilà, moi je suis un Européen militant, convaincu. Et je dirais que c'est quelque chose chez moi qui est très charnel. J'ai vécu. Je ne me suis jamais vu autrement. Et dans les années 97-2002, quand j'étais ministre des Affaires européennes, une des choses que j'ai eu à faire, outre les négociations institutionnelles qui n'ont pas abouti